interrogation justement sur la légitimité des résistances, notamment des résistances intérieures et des rapports avec Londres qui sont parfois compliqués, et pas seulement ceux de Gaulle qui est sur place, mais les autres pays, on s'aperçoit qu'il y a le même type de rapports et puis de régimes qui sont en place dans ces pays-là. Quel rapport avoir avec eux aussi? C'est un petit peu les mêmes schémas que le triangle Vichy-Londres-De Gaulle. Alors, le problème, c'est que nous disons contemporains que tous les peuples et tous les dirigeants veulent battre le nazisme et qu'ils s'unissent dans cette lutte, ce qui est vrai. Mais ce n'est pas entièrement vrai. Il y a quand même des conflits. Alors, les conflits, lesquels sont-ce? Vous avez déjà un conflit entre les gouvernements en exil ou les pouvoirs en exil, le général de Gaulle, Hubert Pierlot pour la Belgique, la reine Wilhelmina pour les Pays-Bas. Vous avez déjà un conflit entre ces pouvoirs en exil et les autorités américaines ou britanniques. Pourquoi? Parce que les Britanniques et les Américains veulent imposer leur manière de faire la guerre, et en revanche, les pouvoirs en exil veulent bien sûr aider les Alliés à remporter la victoire, mais ils veulent aussi conserver la souveraineté sur leur pays. Alors, je vais donner un exemple. Vous avez un raid sur les îles Lofoten en 1941, les îles Lofoten, un petit archipel au nord de la Norvège, et donc les Britanniques envoient une équipe de Norvégiens pour dynamiter des usines, se félicitent du succès du raid, sauf que une fois que le commando est reparti, les Allemands se livrent à des représailles terribles. Et donc le roi Haakon et son ministre des Affaires étrangères, Tringvelli, protestent auprès des Britanniques en disant « vous avez mis notre population en danger ». Donc on a ce type de conflit. Second type de conflit, les conflits qui opposent les résistants de l'intérieur à l'extérieur. Qui doit commander la résistance? Est-ce que ce sont les généraux britanniques et américains? Est-ce que ce sont les pouvoirs en exil, le général de Gaulle, la reine Wilhelmina? Ou est-ce que la résistance intérieure doit être, au contraire, autonome et souveraine? Donc on a encore ce type de conflit. Ajoutons-en, pour faire bon compte, un dernier, les conflits entre les Britanniques et les Américains. Bien sûr, ils sont alliés, mais ils défendent aussi leurs intérêts nationaux. Et donc vous avez une guerre des services entre, par exemple, le service Action, le Special Operations Executive, le SOI, britannique, et l'OSS, américain, l'ancêtre de la CIA. Bien sûr. Et justement, sur quoi se structurent ces réseaux de résistance locaux dans tous ces pays? C'est sur les anciens partis, sur les syndicats, sur des individualités? Comment on arrive à organiser ces résistances? Alors, la résistance spontanée qui va émerger dans les 6 pays considérés, en fait, doit assez peu aux partis politiques. Elle doit assez peu aux syndicats. On le voit en France, mais on le vérifie également dans d'autres pays. Donc, ce qui va jouer, c'est d'abord et avant tout les réseaux d'avant-guerre. Et dans ces réseaux, il faut signaler, bien entendu, les réseaux d'amitié, les réseaux scolaires, mais également les réseaux militaires. Il y a d'emblée une résistance militaire qui va se développer. C'est le camouflage du matériel en France, mais c'est également tout ce qui est autour des Norvégiens, des sociétés de tir, voilà, qui va se structurer et qui en même temps va être souvent très décevante au Danemark comme en France, car le plus gros de la résistance va être en fait une émanation de ce que nous appellerions nous aujourd'hui la société civile. Monsieur Dupont en France, Monsieur Dupont en Belgique, voilà, qui va utiliser ces filières amicales, professionnelles pour structurer des réseaux, avec également un autre élément qui joue, qui est le souvenir d'avant. En Belgique, on voit des résistants de la Première Guerre mondiale, je rappelle que la Belgique avait été occupée, qui reprennent du service dans la Seconde, et cet héritage est précieux. En revanche, bien entendu, dans un pays comme le Danemark, dans un pays comme les Pays-Bas, où il n'y a pas eu d'occupation, eh bien, ils sont obligés d'inventer des solutions, ce qui est bien évidemment beaucoup plus difficile pour eux. Alors on voit bien qu'il y a 3 événements qui structurent un petit peu l'accélération des résistances. C'est d'abord l'opération Barbarossa, quand Hitler a envahi l'Union soviétique, et là les communistes sont à nouveau dans la résistance, alors qu'il était un peu discret jusqu'à maintenant, voire pire. Deuxième élément, c'est évidemment l'entrée des États-Unis en décembre 1941, qui permet l'arrivée de moyens supplémentaires. Et puis il y a le travail obligatoire. Ce que vous dites, c'est que pour échapper au travail obligatoire, un certain nombre de gens vont entrer dans la résistance, mais ça va poser un certain nombre de problèmes de logistique justement dans la résistance. C'est-à-dire que ça met dans les maquis un certain nombre de gens qui refusent d'aller travailler pour l'Allemagne, mais en gonflant les effectifs, c'est pas forcément une bonne chose pour tous les mouvements. Alors, le travail obligatoire... Et ça, c'est dans tous les pays. Alors, le travail obligatoire va être imposé dans quasiment tous les pays considérés, et déjà, pour les Britanniques et les Américains, c'est un énorme danger, parce qu'ils craignent que les travailleurs européens ne remplissent les usines du Reich
et permettent à l'Allemagne nazie de muter des hommes, des usines ou des champs vers l'armée. Donc c'est incontestablement un problème. Il est évident que pour les populations, c'est aussi un problème. Un point mérite d'être souligné, très rares sont les habitants d'un pays à refuser de travailler dans leur pays pour l'Allemagne. Ce qu'ils ne veulent pas, c'est partir. Et à partir de ce moment-là, les résistances intérieures sont confrontées à un problème qui est les jeunes gens qui doivent partir en Allemagne et qui se cachent, qu'en fait-on? Et donc là, on a effectivement plusieurs réponses qui sont apportées. En France, l'idée, c'est de transformer le réfractaire en résistant. Et donc, c'est la stratégie que va défendre, par exemple, Henri Freinet, le patron du mouvement Combat. En Belgique, au contraire, l'idée, c'est de transformer le réfractaire en clandestin. On ne va pas le transformer en maquisard, on ne va pas le transformer en résistant, on va le cacher. Et vous avez un système qui est créé en Belgique, qui est soutenu par le gouvernement de Londres et par les autorités britanniques, qui s'appelle le système Socrate, qui est que l'on va payer les ouvriers qui passent dans la clandestinité pour qu'ils n'aillent pas travailler en Allemagne. Et du coup, en gros, entre 30 et 50 000 Belges vont être subventionnés par ce système Socrate, ce qui, bien entendu, est une grande réussite. En Norvège, l'idée, ça serait aussi de transformer les réfractaires en résistants, mais là, il y a un problème, c'est le climat. Donc, vous avez l'idée de créer des maquis, mais des maquis où? Sous la neige, à moins 30. Donc, cette idée fait long feu, et les réfractaires vont, en fait, se disséminer dans la nature. En quoi l'aide anglo-saxonne a été décisive à la fois évidemment dans les parachutages d'armes, dans la réorganisation, dans les bombardements qui est en 1944 pour déstabiliser évidemment l'armée allemande. Est-ce que ça a été vraiment décisif, indispensable, obligatoire, ou les résistances intérieures auraient pu parvenir à se libérer seules? Alors, bien entendu, l'aide des Anglo-Américains est décisive. Et il faut que je rappelle quand même que ce livre a été écrit au moment où les événements que l'on connaît en Irak, en Syrie ou en Libye se produisaient. Ouais. Et donc, j'ai entendu, comme tout le monde, dire il faudrait parachuter des armes. Quand on voit ce qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est très compliqué de parachuter des armes. Très très compliqué. Alors, quelle a été l'aide des Anglo-Américains? D'abord, le rôle très important, ça a été de faciliter les transmissions. Pourquoi? Parce que si vous voulez appeler un garde-vous national, si vous voulez appeler à une grève, comment vous allez faire quand vous êtes sur place? Bien entendu, la BBC, la radio britannique, peut immédiatement donner une consigne et immédiatement mettre sur le pied de guerre des milliers d'individus. Et c'est ce qui se passe au moment du débarquement, où tous les messages d'alerte vont prévenir la résistance que le jour J est arrivé. Donc, premier élément, les transmissions, plus bien entendu, les transmissions, les émetteurs, les radioémetteurs qui sont offerts à la résistance pour qu'elle puisse communiquer avec Londres. L'autre élément, c'est l'argent. Comment fait-on pour financer la résistance? Parce que la résistance coûte cher. Donc sans l'aide anglo-américaine qui transite par des circuits compliqués, soit vous avez des individus qui sont parachutés avec du liquide, et il y a toujours un parachute qui se perd avec l'argent, très souvent, malheureusement, soit vous avez des montages assez sioux qui passent par la Suisse, Berne, nid d'espion, donc l'argent. Et puis le troisième élément, bien évidemment, les armes. Car même si vous avez eu des militaires français, norvégiens, danois qui ont caché des armes, ils n'ont pas nécessairement les munitions. Donc sans les parachutages des Alliés, eh bien, la résistance aurait été condamnée, au fond, à être une sorte de témoignage. Et elle n'aurait pas eu d'efficacité sur le terrain. Un dernier mot sur le déclenchement ou non des insurrections au moment du débarquement justement des Anglo-Américains. Il y a eu ce genre de débat dans tous les pays d'Europe occidentale, de savoir si on anticipait justement ce débarquement, si on accompagnait, si on attendait les Anglo-Américains ou si on déclenchait des insurrections. On sait qu'il y a eu beaucoup de débats en France, mais dans les autres pays, il y a eu le même type de débat. Bien entendu, que faire? Que faire? Est-ce que l'on peut espérer ou imaginer que les peuples se révoltent pour soutenir la progression des troupes anglo-américaines? Les Anglo-Américains n'en veulent pas, ils ne veulent pas d'insurrection, parce qu'ils ont trop peur qu'une insurrection se déroule dans un bain de sang, et ils ont trop peur aussi qu'une insurrection ouvre la porte vers l'inconnu, et l'inconnu, vous l'imaginez bien, c'est le putsch communiste. Donc l'idée, c'est plutôt d'avoir une action raisonnée, que les résistants participent au sabotage, qu'ils empêchent les renforts allemands de circuler, d'arriver sur le front, beaucoup plus qu'une insurrection nationale. Les Britanniques, les Américains ont-ils tort? Non, quand on regarde l'exemple parisien.
où l'insurrection de Paris est effectivement couronnée de succès grâce quand même à l'appui des troupes régulières du général Leclerc et de la 4e division d'infanterie américaine. Mais quand on regarde ce qui se passe à Varsovie en août 1944, on se dit effectivement que les Anglo-Américains ont eu bien raison de ne pas jouer avec le feu. Merci beaucoup Olivier Viviorca. Je rappelle le titre de votre livre, Une histoire de la résistance en Europe occidentale, aux éditions Perrin.